Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et avec moi, Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment vas-tu? Je vais bien, très bien même si... en tout cas, on a... est-ce que tu vas nous parler de température? Oui, je m'allais dire parce que moi, bon, c'est pas vraiment de température que je vais parler, mais c'est que j'aime beaucoup jouer à la balle, à la softball, au baseball, pour peut-être nos auditeurs européens qui se demandent qu'est-ce que c'est la softball. Donc, c'est du baseball avec une balle un peu plus grosse, qui est très populaire en Amérique. Puis là, ben, on a juste... C'est parce que pour que tu la vois mieux, hein, c'est ça? Mais sérieusement, quand on est plus âgé, une petite balle comme la baseball, ça peut rentrer un peu trop rapidement et si les gens pourraient se blesser. Donc, qu'une balle un peu plus grosse, ça fait que la balle rentre un petit peu plus lentement quand on la frappe solidement. Puis, ben là, j'ai hâte mon début de saison qui commence au début du mois de mai. Donc, parce que là, je termine cette semaine ma saison de hockey. Donc, on est en transition. Mais effectivement, faut pas que je vous parle de température. Hey, parle-nous donc de ton expérience au Bracket Show. Oui, ici à Montréal, on a des confrères qui sont aussi des MVP qui ont lancé un podcast, mais pas juste son, mais un podcast visuel et son, donc plus sur YouTube, qui s'appelle le Bracket Show. Donc ces gens-là, ça fait quoi? Ça fait faire peut-être un an qu'ils font ça, le Bracket Show. C'est super bon ce qu'ils font comme type d'émission. Éric de Carufel et Bruno Barrette, pour ne pas les nommer. Oui, frère, c'est vrai, t'as raison, hein? Je m'en allais complètement omettre cette information-là qui est fondamentale. Mais j'ai eu la chance d'être invité puis de participer à un de leurs podcasts il y a à peu près un mois de cela maintenant. Donc, j'ai parlé, moi, de tester en production, en faisant référence justement à mon projet d'affaires où est-ce que on se prépare, là, nous, à mettre en production notre application, puis on a beaucoup de réflexions sur comment on va tester, puis on est arrivé à la conclusion d'y aller avec des approches beaucoup plus modernes. Là, j'explique qu'est-ce qu'on va faire là, dans le Bracket Show. Mais Guy, toi, tu fais aussi un channel ou un canal sur YouTube que tu mets en... Eh bien oui, ça s'appelle Azure Rocks. Et puis, vous allez sur azurerocks.com, ça vous amène directement sur YouTube. Là, présentement, j'ai 95 abonnés. Là. J'aimerais ça en avoir 100. Là. Donc, si vous voulez aller sur le site, c'est des petites vidéos très courtes, 3, 5, 8 minutes. Sur des sujets très précis. Là, c'est comme j'essaie de faire une petite vidéo pour expliquer comment faire une tâche. C'est dans la langue anglaise, par contre, si je me trompe pas. Oui, c'est dans la langue du Shakespeare. Mais en fait, on parle de technologie, là, donc même si vous êtes francophone, vous allez pouvoir comprendre. Oui, sans problème. Puis aujourd'hui, on est très chanceux. On a la chance d'avoir Laurent Duveau comme invité. Bonjour, Hey, Laurent. salut Laurent. Oui, bonjour Mario, bonjour Guy, ça va bien? Ça va super bien. Laurent? Ben oui, vous aviez besoin d'un invité comme ça un peu dernière minute, alors vous m'avez contacté, puis j'étais là, ok, parce qu'on parle pas de météo, mais c'est vrai que on est rendu 17 avril ici à Montréal et c'est quand même toujours assez difficile et moi je devais cette semaine aller donner une formation à London en Ontario. Oui, pas London en Angleterre, ça aurait été plus plaisant. Peut-être qu'en Angleterre, j'aurais pu voler, surtout donc là, les vols ont été annulés parce qu'il y avait de la pluie verglaçante. C'est plus de la neige qu'on a, mais c'est de la pluie verglaçante, il fait toujours assez froid. Alors, tout a été cancellé. Alors, du coup, je suis resté à Montréal et je suis disponible. Alors, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Si vous voulez m'inviter, je peux vous aider. Oui, puis le sujet qu'on a décidé de couvrir avec toi, t'es probablement la meilleure personne pour faire ce sujet-là parce qu'on veut parler de Visual Studio Code. Puis pourquoi je dis que t'es la meilleure personne, c'est que t'as pas débuté ta carrière de programmeur dans Visual Studio Code, mais t'as vraiment commencé ta carrière de programmeur avec Visual Studio, le gros produit. Puis ça va permettre de pouvoir mettre tous en parallèle les deux produits. C'est ce qui est un des objectifs du podcast qu'on veut faire. Puis, et ça fait maintenant 3 ans au moins que tu utilises Code de manière journalière, en tout cas dans toutes tes formations.
Oui, donc tout à fait ça. Donc le sujet du podcast d'aujourd'hui, donc je sais pas comment tu vas l'appeler là dans le site, mais donc on est en train de comparer Visual Studio Code, l'éditeur de code, et puis Visual Studio, l'IDE complet de Microsoft. Effectivement, moi j'ai commencé ma carrière en développement sur les technologies Microsoft. Il y a fort longtemps, et c'était avec Visual Studio bien sûr, et j'ai suivi toutes les versions, et j'ai commencé à utiliser Visual Studio Code assez tôt quand il est sorti, puisque je pense qu'il est sorti il y a 3 ans, en avril 2015, et moi c'était la même année, je pense en septembre, où j'ai commencé à l'utiliser, donc il y a on va dire 2 ans et demi que j'utilise cet éditeur-là, qui a beaucoup évolué depuis sa conception, et j'aime beaucoup, et donc ça va me faire plaisir de pouvoir discuter de mon expérience là, d'avoir utilisé Visual Studio, j'appelle ça moi le gros Visual Studio, c'est pas péjoratif là, mais je l'appelle le gros Visual Studio contre le Visual Studio Code qui est juste un éditeur de code, et ça va être intéressant aussi de parler d'une différence entre un éditeur de code et puis un IDE. Mm-hmm. Parce que tu utilises dans le cadre de ta formation Angular Academy, peux-tu nous parler un petit peu de Angular Academy? Oui, Angular Academy, c'est devenu ma grosse activité depuis 2 ans et demi, puisque donc j'ai créé cette formation qui est une formation de type formation technique en classe de 2 jours, qui est dédiée à l'apprentissage du framework Angular. Donc on parle d'application web. Et effectivement, dans cette formation, j'utilise moi-même pour mes démonstrations les exercices Visual Studio Code, et c'est assez marrant de voir l'étonnement des participants qui connaissent pas forcément cet outil-là, qui sont des gens qui utilisent d'autres outils, que ça peut être des éditeurs de code ou même des IDE, et qui sont bien curieux de voir cet éditeur de code et ce qu'on peut faire avec et comment je l'utilise, et ça leur donne des idées en fait, il y a beaucoup de monde qui l'adopte par la suite. Donc c'est un cas réel d'usage en développement web, mais enfin on pourra discuter de ça, on peut l'utiliser pour beaucoup d'autres usages également. Tout à fait. Puis pour ceux qui sont intéressés par une formation sur Angular, ils peuvent aller sur ton site pour avoir plus d'informations. Oui, c'est ça. Donc cette formation, je la donne un petit peu partout au Canada. Donc ça peut être Montréal, Québec en français, mais je vais aussi à Toronto, Ottawa ou mettons Vancouver. Et puis la meilleure façon, c'est d'aller voir les dates et les villes qui sont disponibles sur mon site. Donc c'est www.angularacademy.ca tout simplement. Puis je fais aussi beaucoup de formations finalement sur mesure privée pour des compagnies. Mettons, il y a une entreprise là qui a un groupe de 7-8 développeurs, et puis je vais aller donner la formation directement chez eux. Oui, parce que là, ça fait à peu près 30 mois que tu as commencé à donner cette formation-là. Puis dernièrement, tu annonçais que tu avais dépassé ou tu faisais ta 100e formation. Oui. Donc, c'est quand même un beau succès, hein? Oui, j'étais vraiment moi-même étant le premier surpris de ce succès-là. Alors probablement c'est une question de timing avec la technologie, et puis timing de besoin aussi des gens d'apprendre ça. Mais donc j'ai donné effectivement en l'espace de 2 ans et demi là ma 100e formation tout récemment à Ottawa. J'ai célébré ça, j'étais vraiment content moi-même. Alors j'ai amené un gros gâteau dédicacé 100e d'Angular, et puis j'ai continué à en faire après ça. Donc je suis rendu quasiment à en faire 2 par semaine, cette formation de 2 jours. Laurent, bon, on a glissé un mot, tu es maintenant fort connu pour l'Académie Angular, qui est censé mettre ton académie de formation sur Angular, et tu es un développeur web. Tu as toujours été un développeur web. C'est vraiment comme... Oui. Ben, en fait, c'est parti de là à l'origine. J'ai commencé avant même de faire du .NET, je faisais du web. J'avais commencé à faire en fait, je pense que j'ai fait mon premier site web, c'était en 1998, je pense, donc il y a 20 ans. Au siècle dernier. Siècle dernier. Alors c'était pas vraiment une application web, c'était plutôt une page web. Mais j'ai fait ma première page web. J'étais à l'université et j'avais vu quelqu'un qui m'avait montré sa page web où il y avait sa bio, puis une espèce d'étoile jaune qui tournait. C'était un GIF animé, et j'avais trouvé ça absolument fantastique. C'était incroyable, c'est vraiment une découverte. Et j'étais rentré chez nous, et toute première chose que j'ai faite, je suis allé chercher comment est-ce qu'on se connecte à Internet. Ça prend un kit. Alors il me fallait un kit de connexion, et puis je m'étais connecté, puis j'avais créé une page. En tout cas, et en fait depuis, j'ai jamais arrêté de faire des sites web / des applications web, en passant par toutes les technologies que ça prend, commençant par HTML, JavaScript, mais en
en faisant un virage par .NET et puis ASP.NET et puis maintenant retour vers JavaScript finalement avec un Angular qui n'est qu'un framework JavaScript. Donc c'est toute une épopée là qui continue. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui changera jamais là, c'est comme on dit, c'est le web. Parce qu'on voit plein de technologies qui viennent et qui partent, ou même des technologies qui restent comme Java ou .NET, mais qui sont comme un peu plus vieillissantes dans le cœur des nouveaux développeurs. Et finalement, on en revient toujours beaucoup à JavaScript et au web, du HTML. Et c'est ça qui est le moteur de tellement de choses maintenant. Je t'écoute, Laurent, puis tu parles justement que le web comme plateforme, ça va toujours rester une plateforme valable. Est-ce que, puis on veut parler aujourd'hui de Visual Studio Code, puis la question de base qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi une compagnie comme Microsoft, qui avait déjà un produit qui s'appelle Visual Studio, développerait un autre type d'outil pour faire du code, donc le Visual Studio Code. Puis je pense qu'une partie de la réponse réside dans le fait que le web, c'est une plateforme. Est-ce que tu serais d'accord avec moi? C'est-à-dire que c'est un outil qui visait beaucoup les développeurs web à la base comme marché initialement? Oui, avant de répondre à la question, j'aimerais juste faire une petite remarque. Je trouve intéressante, c'est que tu disais que vous faites le podcast depuis 14 ans et je voudrais dire que c'est enfin un Visual Studio Talk Show qui est dédié à Visual Studio. Enfin, il a fallu attendre longtemps, mais il est là. Donc, on va parler de Visual Studio dans le Visual Studio Talk Show. Et pour répondre à ta question, moi je me souviens que vous m'aviez invité au podcast il y a environ 2 ans, et c'était pour parler, je pense, c'était déjà Angular parce que c'était un retour sur une conférence, NGConf. Ouais. On avait parlé d'Angular, et puis j'avais parlé moi de cet éditeur de code que je commençais à utiliser, Visual Studio Code. C'était bien curieux parce que c'était comme quelque chose qui vient de Microsoft, Microsoft étant déjà très connu pour l'outillage et très fort au niveau de l'outillage, notamment avec Visual Studio. On pouvait se poser la question pourquoi est-ce qu'il faisait un éditeur de code, d'autant plus un éditeur de code qui est disponible et sur PC, mais également sur Mac et sur Linux, et puis qui est un éditeur de code qui est complètement gratuit, open source. Et moi, ce que j'avais abordé comme point, c'était en disant, je pense que Microsoft veut rester proche de la communauté des développeurs web. Veut ne pas perdre contact avec les développeurs web qui ont tendance à utiliser beaucoup plus des éditeurs de code que des engins comme des idiots complets comme Visual Studio. Et je me souviens que toi, Mario, tu avais fait une remarque et je m'en souviens encore. Ah oui? Tu avais dit, tu pourras retrouver tes archives. Ah oui? Je pense que tu avais dit quelque chose comme, moi je pense, donc moi en tant que Mario, tu disais, moi je pense que Visual Studio Code c'est comme un cheval de Troie de Microsoft pour ramener les développeurs un peu vers vers leur plateforme, dans le sens où bientôt, ou dans un futur approché, ils amèneront de l'outillage Azure et permettront d'avoir une facilité déconcertante d'amener nos applications web dans Azure grâce à cet outil. Et c'est exactement ça qui s'est produit quand on regarde bien. À l'heure actuelle, Visual Studio Code a beaucoup évolué et on pourra en reparler un peu plus tard, mais il y a des extensions ou des choses qui permettent et optionnellement d'amener nos applications de façon très très simple sur Azure, qui est devenu en quelques années le domaine d'activité le plus fort, le plus rémunérateur chez Microsoft finalement. Mais le point que tu amènes, puis que tu me rappelles, j'avais complètement oublié ça, et il est très valable dans la mesure où est-ce que, tu sais, initialement, là, surtout il y a 20 ans, pourquoi une compagnie comme Microsoft pouvait travailler fort pour faire des outils? À l'époque, c'était pour que les développeurs développent des applications Windows, parce que plus il y avait d'applications pour la plateforme Windows, plus Windows devenait un inévitable pour tout le monde. Une recette que d'ailleurs Apple a repris pour leur plateforme iOS, hein, c'est la quantité d'applications qui a fait en sorte qu'à un moment donné, tout le monde voulait avoir un téléphone iOS. Et aujourd'hui, on s'entend, Microsoft ne fait plus d'argent à vendre des applications. Le modèle d'affaires de Microsoft, c'est de vendre du service ou de vendre finalement du cloud
pour avoir finalement des revenus mensuels, des revenus récurrents. Puis, ça reste que leur outil code est une bonne façon d'amener les clients potentiels à se mettre à utiliser leurs produits Azure. Donc, c'est pour ça qu'ils sont prêts à réinvestir et à l'offrir gratuitement, parce qu'à la base, le produit est totalement gratuit et ça coûte pas quand même, ça coûte des sous à Microsoft là, faire évoluer ce produit-là, parce que à tous les mois, il y a des nouvelles livraisons là, de MS Code, donc des améliorations dans le produit. Oui, puis je trouve que si on remonte 2 ans auparavant, c'était beaucoup plus délicat à voir, ça, c'est ce que tu viens de mentionner. Mais pourtant, je pense que t'avais déjà entreaperçu ça à l'époque. Et c'est intéressant de voir que c'est vraiment ça qui s'est produit, c'est qu'ils avaient préparé le terrain pour conserver le lien avec la communauté des développeurs, peu importe que ce soit des développeurs qui développent sur un Mac ou sur un PC, peu importe que ce soit des développeurs web ou des développeurs PHP ou des PHP backend ou des développeurs qui font des applications natives, Android ou iOS, tous ces gens-là, en gardant un lien comme ça avec un éditeur qui leur permettra d'amener leur application dans Azure, eh bien c'est la stratégie qu'ils avaient amenée, puis c'est ça qui s'est produit. Un peu plus tard la mission. Vas-y, Guy. Reste que dans le sondage sur les développeurs de Stack Overflow qui est paru récemment, Code, c'est l'éditeur. En fait, c'est l'outil de développement numéro 1. Oui, comment ça se fait? Est-ce qu'on peut répondre à la question? Ben, parce que la simplicité peut être payante. C'est-à-dire que, puis c'est ce que je pense qu'il faut expliquer, là, un IDE comme Visual Studio, ça reste des produits assez complexes. Puis un éditeur comme Visual Studio Code, la simplicité d'utilisation fait en sorte que c'est rapide, en tout cas, ça a beaucoup d'avantages. Ben, moi, si on commençait par déboulonner là, cette histoire-là de IDE versus éditeur, c'est quoi un éditeur par rapport à un IDE? Ouais, c'est intéressant. On pourrait définir en fait chaque catégorie. Puis pour moi, bien un IDE, donc c'est un environnement de développement intégré. Et la clé pour moi, c'est intégrer. C'est le I, intégrer. C'est que c'est un outil qui va s'intégrer autant au compilateur qu'au débogueur et qui va permettre d'avoir toute une série d'outillages comme du test, du débogage, du refactoring, de gestion des codes sources, de la génération de code, du code analysis, des diagrammes d'architecture, des choses comme on peut voir dans Visual Studio. Je parle de l'IDE, le Codelens ou CodeMap. Donc vraiment de l'outillage et puis des modèles de projet, tandis que un éditeur de code est vraiment optimisé à la base pour juste l'expérience d'écrire du code et vraiment sur cette activité-là, écrire du code, produire du code. Mais ce que tu dis, Laurent, est vrai, mais si on va sur la page web de Visual Studio Code, ce qui est assez frappant, c'est que les gens de Microsoft, ils présentent leur outil comme étant l'outil parfait pour, oui, éditer, mais aussi construire, donc build, et aussi débugger. Qui, initialement, si on retourne il y a 20 ans, quand les premiers IDE sont apparus, c'était vraiment les 3 fonctions que les IDE intégraient, parce que avant, il y a toujours existé des éditeurs, mais la problématique qu'on avait, c'est on n'avait pas une expérience riche de débogage. Puis là, ben les produits comme à l'époque Visual Studio, on remonte à la fin des années 90, nous donnaient du débogage. Pour les gens, c'était fabuleux. Et surtout, puis moi, je pense que c'est un des éléments qu'on devrait utiliser pour différencier un éditeur, c'est qu'une des problématiques qu'on avait dans les langages fortement typés, si on remonte à C++ ou même C# ou Java, c'est la gestion des dépendances pour construire. Puis maintenant, la gestion des dépendances est de moins en moins un enjeu, mais à l'époque, c'était compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que dans Visual Studio, l'IDE, on a la notion de projet, parce que c'est là qu'on va littéralement inscrire toute la séquence des dépendances pour que l'outil soit capable de faire la compilation. Ce que quand on est dans le mode web, on n'en a pas, parce qu'on est en mode souvent interprété, donc les dépendances, c'est pas un problème qu'on vit, mais dans les IDE, c'est quelque chose qu'on vivait fortement il y a une dizaine d'années, il y a 20 ans, puis de moins en moins. Je pense pour ça que maintenant Microsoft peut se permettre de dire que leur Visual Studio Code, c'est Edit, Build and Debug, ce qui aurait été vrai même pour l'IDE Visual Studio il y a 20 ans. Oui, puis Visual Studio Code, quand il est apparu il y a 3 ans, n'avait pas tout ça évidemment, et c'était juste un pur
éditeur de code qui n'avait même pas d'extension à l'époque, donc il n'y avait pas grand-chose, mais était quand même assez efficace et rapide, donc il a été adopté rapidement. Mais c'est intéressant de noter, comme tu vois, comme tu l'as vu sur leur page maintenant, c'est qu'ils présentent presque comme un IDE dans le fond. Donc là aussi, on peut se reposer la question qu'on s'était posé il y a 2 ans, c'est qu'est-ce qu'ils font avec Visual Studio, l'IDE, puis qu'est-ce qu'ils font avec Visual Studio Code et comment ils les positionnent? Est-ce qu'il y en a un qui va manger l'autre, ou est-ce que moi, je vais me permettre une nouvelle prédiction. À mon avis, c'est déjà le code, c'est déjà le cas un peu, mais le futur de l'édition et de la programmation, c'est dans Visual Studio Code et ça sera pas dans l'IDE Visual Studio. Pourquoi? Tout simplement parce que toute la problématique de gestion des dépendances, maintenant avec les NuGet, tout ça, c'est de plus en plus facile enlever des dépendances avec le Net Standard 2.0. La gestion des dépendances va devenir encore plus simple, ce qui veut dire que même en faisant du C# ou même en faisant du Java, tu vas pouvoir le faire dans un éditeur comme Visual Studio Code. Bon, l'autre facteur aussi, c'est que les langages fortement typés, c'est de moins en moins ce qui est le futur. Le futur, là, c'est le web encore, mais c'est toute l'intelligence artificielle. On pense à Python, entre autres, et c'est tout ce qui touche le DevOps, qui est un autre secteur que ce produit-là, Visual Studio Code, touche. Puis ça, c'est là que vont être les développeurs du futur, et de moins en moins devant leur Visual Studio IDE en train de compiler du C++ ou du C#. Mais il va toujours en avoir de ça. Ce que j'aimerais pas, c'est qu'il ajoute des fonctionnalités, puis en bout de compte, on se retrouve avec un éditeur qui est aussi lourd que Visual Studio, là. Donc, je pense qu'en gardant les deux outils séparés, c'est là qu'on a les avantages de l'un puis de l'autre. Guy, t'as raison, mais je vais dire que t'as tort. C'est-à-dire que t'as raison qu'il faut garder la capacité de faire les fonctionnalités que nous donne l'IDE, mais où je dirais que t'as tort, c'est que, à mon avis, ça se passera. Un moment donné, Microsoft va cesser de faire évoluer l'IDE parce que ce qu'ils vont nous donner, c'est une extension que quand tu vas la mettre dans ton code, tu vas retrouver les fonctionnalités de ton IDE et seulement ceux qui en auront besoin installeront l'extension. Puis ceux qui n'en ont pas de besoin, ben eux autres utiliseront la version plus légère juste pour faire du web, par exemple. Donc, mes amis, on se donne rendez-vous dans 2 ans et on réécoute ces prédictions-là, puis ça devrait être intéressant. Mais sérieusement, Guy, qu'est-ce que t'en penses? Une extension dans code qui te permettrait d'avoir un peu les features avancées que l'IDE te donne, par exemple pour la gestion des projets, des solutions. Ça serait envisageable. Puis je dis pas que... Mais j'allais dire, il y a pas uniquement que ces activités, il y a des types de projets qui tout simplement ne peuvent pas se faire dans un éditeur de code. Là, je pense à des choses comme WPF ou des applications pour Windows 10, des applications tu fais pas des applications mobiles là-dessus. Ne se font pas dans un éditeur de code, donc il y a quand même le besoin pour l'instant de je vous donne raison. C'est vrai que le WPF, Windows 10, mais on s'entend-tu que tout ce qui est desktop c'est pas là qu'est le futur. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, à un moment donné, l'IDE va être juste vu comme une vieille plateforme de travail. Un peu comme aujourd'hui, les gens ils travaillent sur les mainframes avec des IDE comme ce qu'on peut faire avec le fameux IBM Developer for VZOS qui donc faire du COBOL. Donc, à un moment donné, les gens vont dire « Ah, toi, tu fais du WPF. Oui, ça a déjà été hot, mais c'est plus la grosse affaire. » Je m'excuse pour nos auditeurs qui font ça, là, je veux pas être trop condescendant, mais la réalité, c'est que c'est pas là qui est le futur, malheureusement. Ou heureusement. Tu viens de prédire la mort des idées. Hein, ouais. C'est ça, on se retrouve dans 2 ans là, ensemble, là, puis on analysera ça. Puis, pourquoi pas. OK, revenons à notre Visual Studio Code. On a vu c'était quoi la différence entre un éditeur et un IDE. Pourquoi j'utiliserais Code maintenant, j'imagine, lorsqu'on fait des applications web? Oui, je pense qu'on peut chacun ici, avec son expérience, parler d'une approche différente. Moi, je pourrais couvrir, pour ma part, tout ce qui est développement web. Puis je sais que toi ou Mario, vous pouvez parler de tout ce qui est DevOps ou même Azure. Mais comme on a parlé, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire dans Code maintenant. Et puis moi, je peux parler d'un cas concret qui est de faire une application web, quelque chose que j'ai eu à faire récemment, qui est une application web. Donc moi, je me suis pris avec les technologies que je connais bien. Alors je suis allé pour le back-end avec du ASP.NET Core.
2 et pour le front-end avec du web avec le framework Angular, donc avec du JavaScript. Et en fait, j'étais avec une équipe où les gens étaient tous avec Visual Studio. Alors, toi, Mario, tu l'appelles le Visual Studio l'IDE. Ouais. Moi, je l'appelle amicalement le gros Visual Studio. Mais c'est pas forcément péjoratif, mais c'est vrai que c'est une expérience qui est assez frappante quand on a utilisé les deux, dans le sens où j'ai commencé avec le gros Visual Studio 2017, donc que j'appellerais le gros Visual Studio, l'IDE, et j'ai fait mon application avec C# là et ASP.NET Core, et puis on peut aussi faire le front-end dans VS 2017, on peut faire du TypeScript, etc. Puis j'ai fait le même exercice dans VS Code. Et pour moi, c'était vraiment une révélation. C'était vraiment frappant. L'efficacité et la rapidité que j'avais en plus dans VS Code comparé à Visual Studio, le gros Visual Studio. Donc, c'est un outil qui est très très complet, mais finalement pour des tâches relativement simples qui sont d'éditer du code et de faire du JavaScript, il y a toute une lourdeur qui est associée à ça. Et on peut même aller jusqu'à faire le back-end et ASP.NET Core complètement avec code, puisque Microsoft, eux autres, sont bien conscients de ça et ils ont offert une CLI pour .NET Core. Et alors, on peut créer complètement from scratch avec une console, depuis un terminal ou une bash. On peut utiliser la CLI de .NET et en 5 étapes, en 5 commandes, on peut créer complètement un projet ASP.NET et puis installer toutes les dépendances, tout le setup et l'éditer ensuite avec son éditeur de code, avec VS Code, est extrêmement efficace là-dessus. Et je te dirais que si je compare l'expérience de faire fichier nouveau projet et d'obtenir mon projet dans Visual Studio 2017 versus utiliser la CLI de .NET et VS Code, je pense que j'ai un facteur de 1 sur 1 pour 10 en termes de rapidité. 10 fois plus rapide. Oh oui, je suis 10 fois plus rapide. Écoute, tu sais que rien que d'ouvrir l'outil Visual Studio, ça prend quand même du temps, là. Tu sais, parle de 40 secondes, par exemple, mais VS Code, il va s'ouvrir en moins de 4 secondes. Tu sais, rien que là, on a encore un facteur 10. Puis, fichier nouveau, créer un projet. Là aussi, ça t'ouvre une fenêtre où il faut que tu lises tous tes types de projets, que tu sélectionnes ton projet, puis là, il initialise tout un paquet de choses. Et quand tu fais ça dans la console avec la CLI, c'est extrêmement efficace. Mais c'est un changement culturel. C'est-à-dire que là, tu es dans un command line, parce que c'est quand même une des forces, mais aussi un changement culturel pour les gens qui font du Visual Studio. C'est-à-dire que tu as, en même temps qu'un éditeur, tu as aussi toujours une ligne de commande, donc soit pour faire du bash ou pour faire du PowerShell directement pour lancer les commandes sur ta machine, bing bang. Oui, tout à fait. Puis comme tu dis, c'est un changement culturel. Moi, je pense qu'il faut le voir pour le croire. Parce que c'est sûr que quand tu vas en parler à quelqu'un, il va te dire, ben, comment ça, là? Voyons donc, moi, je vais pas commencer à ouvrir une command prompt. Je suis pas en Unix, là. Je vais pas commencer à faire ça. Moi, j'ai mon Visual Studio 2017 où il y a tout qui est là. J'ai acheté ma licence $2000 et je vais l'utiliser pour faire ça. Mais quand tu montres, c'est vraiment quand tu le montres ou quand tu l'essaies et que tu sens la différence et que tu sens ta productivité augmenter, ton efficacité, ça, c'est assez frappant, là. Mais tu parlais de changement culturel. C'est vrai pour les développeurs sur la plateforme Windows. Mais quand tu regardes comment les développeurs sur Unix, Linux ou sur Mac, comment ils fonctionnent tous au command prompt. Fait que pour eux, c'est naturel d'utiliser code parce que t'as une fenêtre où tu peux taper des commandes directement. Donc, je pense que lorsqu'on est un développeur Windows, on a avantage à comprendre comment taper des lignes au command prompt peut faciliter notre tâche, là. Puis surtout, c'est pas parce que tu te mets à adopter VS Code que tu vas toujours que tu vas perdre les forces quand même de l'idée, c'est-à-dire que tu vas retrouver ton IntelliSense que tout le monde aime, tu vas avoir un support natif Git directement, c'est-à-dire que ta gestion de code source, que si tu utilises Git, c'est natif, puis il y a des plugins, des extensions pour les autres. Tu vas avoir toute la même expérience au niveau du débogage. Est-ce que je me trompe, Laurent? Oui, tout à fait. Donc il y a eu des extensions qui se sont rajoutées dans cet éditeur, hein. Et donc effectivement, on a l'autocomplétion, on a des extensions pour faire du débogage, on a des extensions pour le gestionnaire de code source, que ce soit TFS ou autre, et puis Git est built-in.
Donc, il a évolué dans le bon sens pour amener des choses qu'on est familier dans un IDE. Mais comme dit Guy, j'espère que ça va rester un éditeur de code et qu'ils vont pas en faire un mini Visual Studio, puisque c'est comme ça qu'ils ont attiré les gens avec justement, moi je trouve vraiment la force et l'efficacité, la productivité, la rapidité, et il faut que ça reste comme ça. Mais qu'on nous amène des éléments de productivité ou des extensions, ça c'est bien. Et c'est vraiment, je pense que les premiers qui ont adopté massivement VS Code n'étaient pas forcément les développeurs .NET ou les gens justement qui avaient l'IDE. Moi j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient du PHP ou du Perl ou du web, du JavaScript, du HTML qui ont adopté cet éditeur parce qu'ils avaient déjà un éditeur de code avant. Mettons, ils utilisaient des choses comme Atom ou Sublime Text et en voyant que vraiment Microsoft ont tellement mis d'efforts là dans cet éditeur qu'il est devenu le roi des éditeurs. Là. C'est non seulement un éditeur de code, mais en plus c'est le meilleur des éditeurs de code. Et en plus il est gratuit et open source, donc ils sont venus couper l'herbe sous le pied des Sublime Text par exemple qui sont payants. C'est pas bien cher Sublime, mais c'est peut-être $49. Et puis tu vois que tu as un produit qui est supérieur, qui est toujours dans la gamme des éditeurs de code. Et qui est gratuit et qui évolue à une vitesse fulgurante. Donc ils ont vraiment bien joué cette carte-là. Microsoft, ils ont attiré toute la communauté des développeurs là qui utilisaient des éditeurs de code, ils l'ont emmené sur ce produit-là. Et maintenant, je pense qu'ils l'amènent aussi avec des facilités comme on voit pour leur backend dans Azure, avec des extensions, mais sans aucune obligation non plus. On peut vraiment faire n'importe quel type de projet avec n'importe quel de backend dans cet éditeur. Mais c'est assez fantastique là, vraiment c'est la sensation c'est quasiment le retour à la joie quand on code, quand on passe d'un IDE et qu'on adopte un éditeur de code, on est tellement plus efficace à la fin de la journée que je trouve que c'est vraiment excitant. Puis tu parlais de la rapidité, juste le démarrage, là, ça prend 2, 3 secondes, 4 secondes maximum. Moi, j'utilisais Notepad++ pour éditer des fichiers de texte, des choses comme ça. Maintenant, je me pose même pas la question. Je fais right-click, Open with Code, c'est tout. Ça démarre aussi vite que Notepad++. Là, puis, Oh, et là, c'est incroyable. Là, je pense que si on ouvre Visual Studio 2017 et qu'on commence un projet, on sait qu'on on a déjà passé 3 minutes, là, minimum, à partir from scratch, là, avec un éditeur de code et encore mieux avec VS Code. On fait la même chose dans une fraction de ce temps-là. C'est assez fantastique. Par contre, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que c'est encore vrai que pour vraiment utiliser efficacement Visual Studio Code, tu n'auras pas le choix de devenir plus familier avec la plateforme Node, c'est-à-dire qui est l'engin JavaScript en dessous qui te permet justement de déployer, de rouler. Est-ce que c'est encore vrai, Laurent, ou je suis en train de dire quelque chose qui est faux? Parce que moi, les premières années... Non, ben selon moi, ils ont intégré le terminal dans l'outil. Donc, si tu es sur un Mac, tu vas avoir Bash, exactement le même Bash, mais intégré dans VS Code. Et si tu es sur un PC avec Windows 10, tu vas avoir PowerShell. Mais après, avec ça, tu fais n'importe quoi que tu as l'habitude de faire avec un éditeur de code. Il n'y a pas d'obligation d'aller vers Node ou quoi que ce soit. En fait, tu peux vraiment utiliser toutes les commandes que tu as l'habitude de faire dans ton éditeur avec tous les bénéfices qui viennent avec VS Code. Donc moi j'ai pas senti là qu'il y a une nécessité de s'enligner vers Node ou quelque chose comme ça. Je sais que par exemple le contrôle je suis les développeurs TSQL sont dans Visual Studio Code parce que eux autres l'ont adopté. Je sais que j'ai des amis qui sont plus au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle, sont dans Python, sont vraiment dans le code. Les développeurs web, TypeScript et compagnie JavaScript, c'est tout ça. Tous les gens qui font du DevOps, PowerShell entre autres, ou Docker, Azure, c'est tout dans le code. Ça, c'est intéressant, là, parce que c'est intéressant, Mario, ce que tu dis, là, parce que les gens qui font du DevOps, maintenant, il faut qu'ils écrivent beaucoup de scripts. Donc, est-ce qu'ils ont besoin de le gros canon qui est Visual Studio 2017 pour écrire, c'est ça, là, pour le gros Visual Studio, pour écrire un script qui vont rouler après ça au command prompt. Tandis que en démarrant un code, t'as toutes ces possibilités-là, mais avec quelque chose qui est super léger, là. Puis surtout que les gens qui sont plus ops, c'est-à-dire des gens d'exploitation,
Ils veulent surtout pas utiliser un outil que les développeurs utilisent. Donc, dans leur tête, à eux autres, le gros Visual Studio, c'est pour les développeurs. Mais là, quand on leur montre Visual Studio Code, puis ils commencent à voir, ils disent, ah oui, ok, ça c'est un produit que je pourrais utiliser pour éditer mes scripts. Puis donc, ils savent tout un peu peaufiner, tu sais, un peu, en tout cas dans le monde Windows, je faisais remarquer aux gens que le PowerShell est devenu un peu comme l'équivalent du JavaScript pour les développeurs, en tout cas pour les gens qui sont du côté exploitation, c'est-à-dire que c'est le langage que tout le monde utilise, mais que personne apprend de façon formelle en allant suivre un cours, c'est-à-dire que tu apprends un peu sur le tas, un peu comme on faisait avec JavaScript au début du web, où est-ce que personne allait vraiment suivre un cours, mais on apprenait. Donc, puis PowerShell dans Visual Studio, c'est fabuleux l'expérience là. Tu peux vraiment tout lancer, débugger et tout. Ça, c'est vraiment intéressant ce que vous venez de dire, parce que moi autant de mon côté, j'avais vu l'adoption massive de VS Code par les développeurs web, mais je savais pas que c'était aussi répandu dans d'autres cas d'usage comme le DevOps ou même l'infra, l'admin, et puis dans tout un tas d'autres domaines de IT finalement. Je trouve ça incroyable jusqu'à quel point. Le mois dernier, il y a 2 mois, on a eu comme invité Étienne Tremblay qui nous a parlé de Docker. Et ça donne que un contrat que je fais chez un client, Étienne aussi chez le même client. Puis on parlait justement, il me disait, sais-tu Mario, il dit, je vis dans Code Studio à journée longue, presque plus jamais dans l'IDE. Parce que effectivement, lui, il fait du PowerShell, il fait du Docker, donc c'est un spécialiste DevOps. C'est Code qui est maintenant son outil de prédilection. Puis comme tu disais, c'est 10 fois plus rapide. Entre toi et moi, c'est Étienne Tremblay, le Étienne Tremblay de Montréal qui a dit ça. Oui. Étienne Tremblay qui est comme tatoué Visual Studio sur l'épaule gauche. Je pense que. Je dis ça, donc c'est quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de changements qui se passent dans la vie d'Étienne parce que Étienne a aussi adopté, on fait un petit aparté, on lui dira d'écouter le podcast. Pas qu'il fait du web, mais Étienne est rendu maintenant équipé quasiment mur à mur avec les produits Apple. Et ce qui pourrait sembler une hérésie. Puis il me disait justement, je me suis acheté en fin de semaine le produit Apple pour écouter les films. Là. Comment ça s'appelle? Apple TV. Il dit, j'ai acheté ça, là. Il dit, ça marche, hein. Il dit, c'est sûr qu'Apple, là, c'est pas le produit pour un développeur, tout ça, mais comme pour un produit consommateur, là, il dit non, l'affaire, ça marche. Étienne qui me dit ça, je le regardais avec un petit sourire en disant wow. Étienne Tremblay. Les poules vont avoir des dents. Mais bon, il s'entend que je pense pas quand même qu'il va renier tous les outils de développement puis parce que produit Apple c'est bon quand t'es consommateur, mais c'est pas bon du tout pour quand tu veux faire, encore là, peut-être qu'il y a des autres. L'opinion. Moi, par rapport à ça, j'ai vu quelque chose, encore une fois, dans le domaine du web, que je trouve assez frappant, c'est l'usage massif en tant que machine de développement de MacBook Pro, à la place de PC. Et puis cette tendance-là, je peux te dire qu'elle s'accélère, et puis plus ça va, et moins je vois de PC dans mes salles de formation. Je trouve ça incroyable parce que à tel point que j'ai dû acheter un MacBook Pro pour essayer de comprendre pourquoi il y avait cet engouement, parce que quand je leur pose la question, j'ai pas forcément de réponse satisfaisante. On me dit que c'est plus joli, c'est du beau hardware, c'est des belles machines, mais quand je dis en termes de développement, qu'est-ce qui fait que c'est mieux un Mac qu'un PC? Puis parce qu'il y a Bash, mais maintenant il y a Bash dans Windows 10, tu sais, puis il y a pas vraiment, je sais pas trop pourquoi, mais il y a une tendance profonde là, pour les développeurs web et d'autres types de développeurs sûrement aussi de rouler sur Mac. Moi, la question que je me pose, puis tu pourras me dire si tu as vu ça, est-ce que tu commences à voir des développeurs arriver, par exemple, avec des iPad Pro ou ce type de tablette un peu plus grosse, de 12 pouces, comme leur outil de développement, ou ça, tu l'as pas vu encore à l'arrêt? Écoute, j'en ai vu un. C'est arrivé une fois et ça m'a surpris. On a vraiment regardé ça de près, mais j'ai une personne qui est arrivée dans ma formation qui avait pas de laptop. Et il a fait l'intégralité des exercices et des projets parce qu'on code beaucoup de ma formation, et il a fait ça sur un iPad en utilisant un éditeur, encore une fois, mais un éditeur complètement web, un éditeur online. D'ailleurs, on peut noter au passage, c'était pas celui-là, mais on peut noter au passage qu'il y a un site web qui s'appelle StackBlitz, stackblitz.com. On pourra mettre le lien là dans le podcast, et c'est quasiment Visual Studio Code mais en web. Et c'est vraiment
à 90% la même expérience. Ils ont pris tout l'engin VS Code et complètement gratuit. Là, donc on a tout un éditeur de code en web, en ligne, donc on n'a plus besoin d'outils à installer. Donc cette personne-là a utilisé un outil, c'était pas celui-là, mais c'était un outil très similaire qui a été fait par Amazon, Code9, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et donc il a fait toute la formation sur son iPad et il a codé avec son iPad. Et j'étais très impressionné, mais encore une fois, ça m'a amené des nouvelles idées. Là, je trouvais ça assez. Fait faut dire que Visual Studio Code, c'est une application JavaScript. Oui, c'est une application qui utilise Electron, donc c'est la façon d'amener en desktop une des technologies web. Donc effectivement, on a comme du HTML, JavaScript qui sont hostés dans une fenêtre desktop. Mais qui aurait pu penser qu'il y a quelques années qu'une application JavaScript pouvait être aussi riche sur un desktop? C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, qui aurait pu prévoir ça. On en voit de plus en plus des applications comme moi de Saint-Cy, j'utilise beaucoup la plateforme, l'outillage Postman pour créer des tests. En tout cas, on est en train de faire notre back-end de notre API REST, puis là, je suis dans Postman à journée longue. Puis ils ont aussi, eux autres, un client riche, mais qui est en réalité une application JavaScript qui est hébergée avec dans un conteneur Atom, puis ça va très bien, hein, ça fait bien la job. Si on revient à Visual Studio Code, j'aimerais qu'on parle un peu des extensions parce qu'il y en a une multitude. À vue d'œil, il y a au moins 1000 extensions, sinon plus, Laurent, sur le marketplace. Je saurais pas te dire le nombre, mais c'est exponentiel parce qu'ils s'en créent quasiment à chaque jour ou à chaque semaine. Et depuis qu'ils ont amené ce modèle d'extension, ce qui est surtout frappant, c'est que je pense qu'il n'y en a pas une seule qui est payante. En tout cas, à date, moi, j'ai vu que des extensions gratuites. Je sais pas s'il y en a des payantes qui existent, mais c'est vraiment un modèle assez riche d'extensions qui permet de faire énormément de choses dans notre. Toi, Guy, je crois que tu utilises des extensions pour Azure dans Code. Est-ce que je me trompe? Non, non, tu te trompes pas. Effectivement, j'utilise quelques extensions. Ce qui est intéressant, c'est que avec Azure, ben il y a une interface à la ligne de commande, donc le CLI. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans Visual Studio Code, on peut installer des extensions qui nous permettent de coder nos applications, pas nos applications, mais nos templates ARM, les déployer. On peut aussi utiliser, on peut créer des fonctions, on peut accéder à tout ce qui est storage, puis on peut créer une application web qu'on va pouvoir déployer à partir du command line sur App Service, dans une application web directement là dans l'interface. C'est sûr que on n'a pas de il y a pas de wizard, il y a pas d'une interface, belle interface. Faut apprendre le command line. Puis c'est ça que je dis, les gens qui font du développement ou les développeurs qui sont sur une autre plateforme que Windows, donc sur Mac ou sur Linux, eux c'est naturel là, le command prompt. Puis effectivement, moi ce qui m'a surpris, c'est que je m'attendais que Amazon aurait développé eux-mêmes des extensions pour Visual Studio Code, vu que c'est l'outil, l'éditeur le plus utilisé. Puis je me suis rendu compte que c'est des gens de la communauté qui en ont fait quelques-uns, mais que on n'est pas du tout dans la même, en tout cas la richesse des outils est beaucoup moindre pour tout ce qui touche les AWS d'Amazon. Peut-être que là, bon, il y a d'autres chemins que les gens qui vont sur Amazon vont utiliser, ou faut dire que je suis pas un grand utilisateur Amazon, donc je peux difficilement en parler. Mais ça m'a surpris de voir qu'il était si peu présent. Ben, je pense, moi, je suis pas un expert non plus dans le cloud Amazon, mais je pense qu'ils ont une console assez riche en mode web, une espèce d'éditeur de code en web, sans même avoir à installer de cloud. Ah, c'est ce qui expliquerait peut-être. Je sais, moi, que dans mon travail aussi, j'ai découvert qu'il y avait une extension pour Cosmos DB. Bon, je connaissais déjà les extensions pour VSTS, le Visual Studio Team System, parce que bon, ça arrive, mais entre autres Cosmos DB. Donc il y a plus, ça vaut la peine juste de chercher. Bon, tu veux faire du markdown, c'est sûr que c'est supporté, mais des fois tu regardes aussi qu'est-ce que la communauté a fait, parce que les gens offrent à l'occasion des produits un peu plus sophistiqués,
comme tu disais, sont presque tout le temps tous gratuits. Laurent, bon, ça fait un bon survol du produit, mais reste que on a sûrement de nos auditeurs qui utilisent pas Code aujourd'hui. Donc, tes derniers arguments pour essayer de les convaincre de dire allez commencer à expérimenter avec Code, ça serait quoi tes arguments massus? Ouais, mais ça, en conclusion, en fait, moi, je pense que j'ai cité les principaux avantages qui étaient selon moi de l'efficacité, de la productivité, de la rapidité, mais ça, pour le sentir, la meilleure chose, c'est soit aller télécharger l'éditeur, c'est sur un lien qu'on mettra sur la page, là, mais c'est code.visualstudio.com. C'est un très 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 rapide téléchargement. Il n'y a même pas besoin d'avoir de compte Microsoft. On clique, on installe ça en 20 secondes et testez-le, essayez-le et faites-vous une idée par vous autres. Parce que vraiment, je vais revenir à l'aspect que je vois moi au quotidien ou en tout cas chaque semaine dans mes formations. Mais je commence mes formations en disant que moi, je vais utiliser comme éditeur de code Visual Studio Code, mais que les gens dans la salle sont libres d'utiliser l'outil de leur choix. Ils peuvent me suivre avec ce qu'ils veulent. Tout ce qu'on va faire, en clair, c'est du JavaScript, donc il n'y a pas de prérequis pour ça. Et ce que je remarque, c'est que les gens qui commencent avec des IDE comme Eclipse ou Visual Studio, ben ils se rendent compte assez rapidement qu'ils sont incapables de suivre le groupe, incapables, parce que ils vont pas suivre parce qu'ils vont pas être assez rapides et productifs dans le code qu'on a à écrire. Et ces gens-là ils sont pas forcément malheureux, en fait, ils sont plutôt agréablement surpris. Ils vont essayer code et ils vont quasiment l'adopter, en tout cas assez vite. Ils vont être agréablement surpris de voir qu'ils vont faire les mêmes choses qu'ils faisaient dans leur IDE, mais de façon plus agréable et plus rapide et plus efficace dans cet éditeur de code. Donc au final, ils sont pas, je dirais, pas malheureux de ça en fait. Ils vont voir qu'ils ont quand même l'autocomplétion du code, le débogage, les outils comme F12, aller à la définition, les choses qu'on fait au quotidien dans le gros Visual Studio ou dans les choses comme dans Eclipse, mais dans ce petit éditeur de code. Et donc c'est des gens qui finissent les 2 jours de formation, ils ont appris Angular, mais en plus ils ont découvert un éditeur de code qui leur change la vie vraiment. Hein. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a 2 ans en arrière, je montrais cet outil, puis personne ne le connaissait, et quasiment tout le monde voulait l'adopter à la fin de la formation. Et en ce moment, en 2018, quand j'arrive le premier jour en disant qu'est-ce que vous avez comme éditeur de code, il y a déjà la moitié de la salle qui utilise VS Code. Donc ça s'est répandu comme une traînée de poudre, et c'est des gens dans la salle qui font du Java ou qui font du PHP ou d'autres technologies et qui utilisent comme éditeur de code VS Code. Donc c'est pas pour rien qu'il y a cette adoption massive et que, comme disait Guy, c'est devenu l'éditeur de code numéro 1 en quelque temps là dans le questionnaire de Stack Overflow sur quand même 100 000 répondants. C'est pas pour rien ça. Donc encore une fois, moi j'essaie pas forcément de convaincre les gens, mais essayez-le et faites-vous une idée, ou regardez quelqu'un qui utilise code et vous allez voir que vous allez être agréablement surpris des bénéfices, des gains de productivité, et vous pouvez quand même garder votre IDE en parallèle pour d'autres activités, bien sûr. Moi, c'est pas rare qu'au final, sur une même application, je vais utiliser Visual Studio, le gros Visual Studio, peut-être pour gérer mon back-end et ma base de données SQL Server, et puis je vais faire naturellement tout le front-end avec VS Code. Même si je pense qu'au final je pourrais tout faire dans VS Code, mais j'ai quand même des vieux réflexes parce que je viens de ce monde-là et j'utilise toujours un peu l'IDE, et les deux peuvent cohabiter très bien en même temps dans la même solution, dans le même projet. Il faut juste utiliser l'outil qui fait le plus de sens pour la tâche qu'on a à faire, et pour moi VS Code fait de plus en plus de sens pour de plus en plus de tâches. J'aime bien le point que tu amènes, c'est que c'est pas un ou l'autre, mais il faut mieux le voir comme étant un et l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire adieu à l'outil qu'on a utilisé depuis les 20 dernières années, dans la mesure où est-ce que il y a encore des scénarios où ça peut avoir du sens de l'utiliser. On voudrait pas que tout le monde contacte Microsoft pour se faire rembourser sa licence Visual Studio. C'est pas ça qu'on veut. Ouais. Je sais pas combien de temps encore qu'elle va être payante la licence Visual Studio, mais elle va. C'est vrai qu'il y a ça. Quand on y pense, il y a une différence entre Visual Studio et VS Code, c'est qu'il y a une différence d'au moins $2,000, voire plus, en fait, si on prend les abonnements à MSDN. Mais il faut dire aussi que de plus en plus, tu achètes Visual Studio, la licence, là,
plus pour peut-être les bonus reliés avec Azure que pour l'éditeur lui-même. Bon, c'est peut-être pas le cas pour toutes les organisations, mais ça va probablement le devenir de plus en plus dans le futur. C'est-à-dire que je pense qu'il va toujours rester un abonnement MSDN, mais que le fait d'offrir un IDE, ce sera plus l'argument massu, ça va être autre chose, ça va être la capacité de pouvoir utiliser Azure avec beaucoup moins de limitations, par exemple. Donc, mettons là qu'un auditeur a dit, moi là, j'y vais, là, il m'a convaincu. La recette que tu as donnée, c'est vraiment d'aller sur code.visualstudio.com, downloader, installer, puis partir de là. Est-ce qu'il y a un petit tutoriel intégré avec le produit? Oui, puis pour clarifier, il y a une c'est un outil qui est complètement open source et gratuit et qui a un client pour Mac, un pour Linux et un pour PC. Donc c'est fait par Microsoft, mais ils ont voulu vraiment couvrir l'intégralité des usages et des développeurs. Et oui, effectivement, donc on choisit son téléchargement et on l'utilise l'outil immédiatement. Et il y a un tutoriel qui vient avec. Il y a une aide pour découvrir l'outil. Ils ont fait aussi beaucoup de choses pour amener vos habitudes. Comme par exemple, on peut importer tous nos raccourcis clavier de notre outil favori. Si vous êtes habitué à Atom ou à Sublime ou à Eclipse, vous pouvez amener vos raccourcis clavier et les importer automatiquement. Donc, vous allez avoir votre profil qui va s'adapter. Puis, on peut personnaliser évidemment complètement l'éditeur de code pour qu'il ressemble à ce qu'on a l'habitude. Donc, on est moins perdu. Et ensuite, effectivement, il y a un tutoriel qui est intégré directement dans l'outil. Il y a également un tutoriel qui est sur leur site web qui permet de découvrir des fonctionnalités, mais je dirais que ça se fait très naturellement. Là, je veux dire, c'est pas bien complexe. Si on regarde la barre d'outils, il y a 4 boutons en fait à gauche. Hein. Il y a coder, débugger, chercher et puis des extensions. Donc c'est pas un outil, c'est pas. Tu sais, quand t'es habitué, c'est peut-être ça qui déstabilise les gens aussi au début. C'est-à-dire que quand t'es habitué à Visual Studio, là, t'es habitué avec la palette d'outils, là, t'as le grand panneau, les barres d'outils, là, à l'infini, puis là, tu tombes dans le code, là, c'est oups, t'as 5 petits boutons à gauche, puis 4 items de menu. C'est vrai. Ce serait comme de passer de Word avec de Office à Notepad, mais tout en restant quand même super efficace avec Notepad, où dans le fond on a beaucoup moins de boutons, mais on est réduit à l'essentiel, on focus complètement et c'est l'aspect productivité, efficacité, rapidité. Là, je reviens encore sur ces 3 mots-clés, mais pour moi c'est ça vraiment qui est frappant. C'est la raison pour laquelle j'ai adopté et je continue à utiliser VS Code au quotidien. C'est parce que ça me rend tout simplement meilleur dans ce que je fais, dans le codage ou les activités connexes. Bien, écoute, merci beaucoup Laurent. Je pense que, en tout cas, j'espère que ça a été formateur pour nos auditeurs. Guy, encore une fois, je pense qu'on peut dire mission accomplie. Nous, on revoit nos auditeurs le mois prochain, au mois de mai. Puis je pense que ça va être une émission un peu spéciale, hein, Guy. On veut faire un retour sur la conférence Build. Oui. Donc, on était... J'en dis pas plus. Restez à l'écoute, puis si vous êtes intéressé à ce qui s'est annoncé à Build, on devrait vous revenir là-dessus. Puis au mois de mai, tu pourras probablement parler de météo. En tout cas, je vais pouvoir peut-être annoncer aux auditeurs que j'ai commencé ma saison de softball. Bon, merci beaucoup. À la prochaine. Avec plaisir. Bye bye. Visual Studio Talk Show.